Si comme moi vous êtes une victime du marketing, il y a de grandes chances que vous ayez vu The Queen's Gambit sur Netflix durant ce deuxième confinement. Et on ne serait pas les seuls puisque depuis la diffusion de la série, les recherches pour des jeux d'échecs sur eBay ont augmenté de 250% et le nombre de joueurs en ligne sur chess.com a été multiplié par 5. Mais si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas vu la série, pas d'inquiétude, je ne vais pas du tout spoiler dans cette vidéo. Juste pour résumer, il s'agit donc de l'histoire fictive de Beth Harmon, une prodige des échecs américaine, qui se déroule dans les années 50-60. Je suis sortie un peu mitigée sur le propos et sur la morale entre guillemets de l'histoire. Il y a certains aspects que j'ai trouvé très bien vus et d'autres beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié que Netflix mette le paquet sur une production qui prend quelques risques, dans le sens où il y a une narration assez lente et il y a une action qui est finalement très simple. L'esthétique, la photographie sont très soignées et le tout sans grands effets et grosses explosions à la blockbuster type Michael Bay. Alors personnellement je ne sais pas du tout jouer aux échecs, mais j'ai toujours éprouvé une certaine fascination pour la patience et la stratégie que demande le jeu, et aussi j'ai toujours trouvé que les jeux d'échecs en soi étaient de très beaux objets. Et du coup en regardant la série ça m'a fait repenser à des œuvres que j'avais croisées dans des livres ou dans des expos. Et quand j'ai commencé à creuser un peu la question et à faire quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un nombre incalculable d'artistes qui s'étaient intéressés aux échecs, et depuis super longtemps en fait. Par exemple, dans un traité de 1497 qui documente des stratégies et des solutions, comme les livres qu'on voit dans la série et que lit Beth Harmon, on pense que les dessins des pièces ont été réalisés par Léonard de Vinci. Autre exemple de représentation ancienne, c'est enluminure qui présente les échecs comme une miniaturisation des stratégies guerrières et les met en abîme au sein d'un champ de bataille. Justement parce qu'ils se situent à l'intersection entre le jeu et la stratégie militaire, les échecs sont largement associés au masculin, ce qui est d'ailleurs l'une des thématiques principales de The Queen's Gambit. Pourtant, il semble que les femmes ont toujours pratiqué le jeu, et c'est ce qu'a notamment représenté Sophonisba Anguissola dans sa partie d'échecs, qui représente les 3 sœurs de l'artiste et une servante en train de jouer aux échecs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur Sophonisba Anguissola, puisqu'elle fait partie de ces artistes femmes de la Renaissance qui ont été largement reconnues de leur vivant, mais qui sont tombées dans l'oubli ensuite, et c'est cet oubli qui fait croire aujourd'hui que l'art a toujours été un domaine masculin. Anguissola était donc une peintre italienne spécialisée dans les portraits. Il faut savoir qu'il était alors très compliqué, voire carrément impossible pour les femmes de peindre de grandes scènes historiques puisqu'elles nécessitaient un apprentissage dans des ateliers qui étaient réservés aux hommes. La qualité de son travail lui a valu d'être la peintre officielle de la cour d'Espagne de 1559 à 1573. Elle était aussi la professeure de dessin de la reine d'Espagne, Élisabeth de Valois. Autre fait très marquant, elle apparaît dans les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari, qui est tout simplement le premier livre d'histoire de l'art moderne et qui présente les plus grands artistes de l'époque. Et c'est Michel-Ange, rien que ça, qui a recommandé le travail d'Anguissola à Vasari. Si les échecs s'appuient sur des stratégies militaires, c'est parce que la base du jeu, c'est l'opposition claire entre deux camps, les pièces noires versus les pièces blanches. Donc même s'il y a beaucoup plus dans les échecs que l'adversité et la compétition, ça reste quand même la base du jeu, deux camps qui s'affrontent sur un plateau à l'image d'un champ de bataille. C'est aussi pour ça que depuis son introduction en Europe au Xe siècle, le jeu s'est si bien prêté aux allégories de la société dans ses dimensions militaires, religieuses, politiques, voire amoureuses, et a même symbolisé la rivalité entre Est et Ouest pendant la guerre froide au XXe siècle. En fait, c'est un peu ce que dit Beth Harmon dans la série quand elle dit que le monde entier est contenu dans les 64 cases de l'échiquier. Et c'est à partir de cet esprit d'opposition qui est à la base du jeu d'échecs que Rachel Whitehead a imaginé son propre jeu qui relie cette dualité et cette opposition à un fait de société. Pour les pièces de son échiquier, Rachel Whitehead a reproduit les meubles et les objets d'une maison de poupée, et elle a recouvert le plateau de morceaux de moquette et de lino qui évoquent les intérieurs de maisons. La maison, l'espace domestique, c'est tout sauf un lieu neutre. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Niki de Saint-Phal, mais il existe une répartition genrée des espaces dans la société patriarcale. L'espace public, la représentation, le politique, etc. ça correspond au masculin, et l'espace domestique, la maison, le privé, correspondent au féminin. Dans cette idée, la maison de poupée est une représentation miniature de cet espace privé assimilé au féminin, qui permet de mettre en évidence les conventions de genre attachées au domestique. Le moderne chess set de Rachel Whitehead s'inscrit complètement dans cette réflexion et fait s'affronter les stéréotypes de genre. D'un côté du plateau, il y a la maison plaisir, dont on apprécie le confort qui permet de se détendre, avec ses fauteuils, sa télé, sa cheminée, etc. Et de l'autre côté, il y a la maison corvée, les travaux d'entretien, de ménage que demande un intérieur,
avec la vaisselle, la table à repasser, la cuisine, etc. L'artiste a utilisé les accessoires d'une maison de poupées vintage. Ils ont donc une connotation à l'ancienne qui fait penser aux pubs pour les électroménagers des années 50 qui étaient adressés aux femmes pour améliorer le confort de leur mari. Cette bonne vieille époque où on pouvait lire dans un très sérieux guide de la bonne ménagère: quand votre mari rentre à la maison, soyez heureuse de le voir, laissez-le parler en premier, mettez-le à l'aise, ne vous plaignez jamais, ne remettez pas en question son avis ou son intégrité, gardez à l'esprit que c'est lui le maître de la maison, vous n'avez pas le droit de le questionner. En créant ce jeu en 2005, l'artiste semble demander si cet état d'esprit est si révolu que ça, et si cette répartition des rôles a vraiment évolué dans les ménages du XXIe siècle. Elle pose la question de qui profite du confort de la maison et qui travaille pour que ce confort soit possible. En faisant s'affronter les corvées et les plaisirs de la sphère privée, elle rappelle que ces deux camps sont encore largement séparés dans la maison et qu'elle est encore trop souvent un espace de travail pour les femmes et de loisirs pour les hommes dans le cadre de couples hétéros. Alors qu'à la différence des années 50, la majorité des femmes ont un travail à temps plein en dehors du foyer. Avec son moderne chess set, Rachel Whitehead s'est aventurée en dehors de son travail habituel, puisque normalement elle réalise surtout des sculptures et aussi un peu de dessin. C'est une artiste anglaise qui est née en 1963 et qui est la première artiste femme à avoir remporté le Turner Prize en 1993, qui est l'un des prix les plus prestigieux de l'art contemporain. La majorité de son travail se caractérise par le moulage d'espaces vides, donc les espaces qui sont sous les objets, dans les objets ou entre les objets. Ça peut aller des dessous de 100 chaises dans 100 Spaces, à l'intérieur d'une maison victorienne entière avec House. Donc toute son œuvre se concentre sur l'idée de donner une existence à ce qui n'est pas là et à ce qui est invisible. Elle a créé son moderne chess set dans le cadre de l'exposition The Art of Chess présentée en 2005 à New York et qui montrait 10 échiquiers créés par 10 artistes reconnus de la scène internationale comme Damien Hirst, Paul McCarthy ou encore Yayoi Kusama qui a imaginé pour l'occasion un échec citrouille complètement délirant à l'image de son travail absolument génial. Et si on remonte un peu dans le temps, il y a un autre jeu qui s'appuie sur ce principe d'opposition qui est au cœur des échecs, comme celui de Rachel Whitehead, mais cette fois pour le dénoncer et pour dénoncer l'allégorie militaire qui est liée. C'est le White Chess Set de Yoko Ono. Dans ce jeu, toutes les pièces respectent leur forme traditionnelle, mais elles sont toutes blanches, ce qui rend le jeu forcément très compliqué. Non seulement les joueurs ne peuvent jouer que tant qu'ils se souviennent quelles pièces sont les leurs, mais en plus, Yoko Ono ajoute la notion de confiance en l'autre joueur en inscrivant sur le plateau « Play it by trust ». Avec ce jeu tout blanc, Yoko Ono dissout la relation d'opposition entre les joueurs dans une volonté de montrer l'absurdité de la traditionnelle dualité entre les gagnants et les perdants. Cette œuvre est directement liée à la position anti-guerre de l'artiste et au contexte de la guerre du Vietnam. White Chess Set cherche à dire qu'il n'y a pas de différence entre les camps qui se combattent et que la distinction entre les gentils et les méchants est arbitraire. Si on supprime cette différenciation, il n'est plus possible de jouer, comme la guerre n'a plus de raison d'être. Et enfin, il y a une dernière artiste dont je voulais vraiment vous parler, qui elle n'a pas fait qu'un seul jeu d'échecs mais des dizaines et des dizaines, et qui à chaque fois s'est attachée à défaire les relations d'opposition et de compétition dans le jeu, c'est Takako Saito. Née en 1929 au Japon, Takako Saito est une artiste performeuse et plasticienne autodidacte, adepte du do-it-yourself et de la poésie dans le quotidien. Vous en avez peut-être entendu parler récemment puisque le CAPC, donc le Musée d'Art Contemporain de Bordeaux, a présenté sa première rétrospective en France l'année dernière, et l'année des 90 ans de l'artiste, il était quand même temps. Takako Saito a grandi dans un milieu bourgeois où elle a été relativement préservée des horreurs de la guerre. Elle a d'abord étudié la psychologie à Tokyo et elle est devenue enseignante avant de se rapprocher du mouvement Creative Art Education, qui est un mouvement artistique japonais qui prône le côté ludique de la création, le jeu et la libre expression. À partir de là, Takako Saito commence à explorer l'idée que l'œuvre d'art ouverte et ludique permet d'encourager la participation du public, et donc dès ses débuts, elle travaille sur des œuvres-jeux. Elle s'installe à New York en 1963 et elle y rencontre Georges Massionas, qui est le fondateur de Fluxus. Fluxus, c'est un mouvement artistique international qui se définit comme un non-mouvement et dont la démarche est centrée sur l'humour, la dérision et la provocation dans l'idée d'interroger l'art, son statut et sa place dans la société. Takako Saito n'a jamais vraiment fait partie de Fluxus en soi, mais elle a beaucoup gravité autour du groupe. Comme elle travaillait déjà sur le jeu, et aussi parce qu'ils jouaient aux échecs ensemble, Georges Massionas lui propose de créer des jeux d'échecs, les Flux Chess. Ils sont destinés à être vendus au Flux Shop de Massionas à New York, qui est une boutique-galerie qui vend des objets et des jeux créés par des artistes et produits en série.
Et pour ces Flux Chess, Takako Saito crée des jeux d'échecs où elle remplace la reconnaissance visuelle des pièces par la stimulation d'autres sens. Et elle crée des jeux où on reconnaît les pièces grâce à leur poids, à leur son, à leur goût ou encore à leur odeur, comme dans son Spice Chess. Dans ce jeu de 1965, les traditionnelles pièces en bois sont remplacées par des flacons en plastique transparent qui ont tous la même forme et qui sont remplis de différentes épices. Par exemple, les pions blancs sont remplis de cannelle, les tours blanches de noix de muscade, les fous noirs contiennent du cumin, la reine noire est remplie de piment de Cayenne et la reine blanche d'anis. Les couleurs sont assez similaires, donc pour reconnaître les pièces, les joueurs doivent dévisser les bouchons des flacons et sentir les épices. À partir de ces premiers jeux Flux Chess, les échecs deviennent un élément essentiel du langage artistique de Takako Saito et on les retrouve tout au long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Ils font partie de son exploration du jeu dans l'art comme un vecteur de participation du spectateur. D'ailleurs, en dehors des échecs, toutes ses œuvres et ses performances sont pensées sur cette idée de faire participer le spectateur et de faire découvrir à chacun son potentiel créatif, puisque Takako Saito considère que nous sommes tous des artistes autant qu'elle et elle nous place en tant que spectateurs au cœur de son univers récréatif et foisonnant. Dans cette logique, tous les jeux d'échecs qu'elle crée sont destinés à être utilisés par les spectateurs/joueurs. Cependant, comme avec Spice Chess, les règles traditionnelles ne sont jamais respectées par l'artiste. Elle a d'abord introduit l'appréhension sensorielle, ensuite elle a joué avec le plateau lui-même en l'inclinant, en le déformant ou en le renversant carrément, comme dans sa série des Double Decker, où le plateau classique est doublé d'un plateau à l'envers que l'on voit grâce au miroir qui est placé sous l'œuvre. Remettre en question les règles comme ça, ce n'est pas neutre. Les règles traditionnelles des échecs sont strictes et suivent un code précis, et elles sont organisées sur un modèle de relation sociale qui est très hiérarchisé, avec tout en haut le roi. En défaisant toutes ces règles les unes après les autres, Takako Saito questionne aussi ces modèles de relations sociales, et elle les détend en y introduisant de l'amusement. Dans les instructions d'un de ses jeux des années 70, elle a écrit « L'équipe gagnante est probablement celle qui a le plus apprécié le jeu ». Et rien que ça déplace complètement l'état d'esprit et ça change le but du jeu. Ce n'est plus l'esprit de compétition qui est valorisé, mais simplement le fait de passer un bon moment. En jouant avec les règles du jeu, l'artiste a déconstruit le modèle d'opposition qui est au cœur des échecs. Comme d'habitude, il y aurait plein d'autres œuvres dont j'aurais pu parler dans cette vidéo. Par exemple, je n'ai pas du tout abordé le travail de Marcel Duchamp, qui est à la fois l'un des grands noms de l'art du XXe siècle, mais aussi un joueur d'échecs qui a joué en semi-pro pendant 10 ans. Je n'aurais pu aussi parler des jeux d'échecs dessinés par Man Ray ou par Dali. Donc si vous connaissez des artistes qui ont travaillé sur cette thématique des échecs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je pense que je vais poster d'autres œuvres sur mon Instagram, donc vous pouvez aussi me rejoindre là-bas. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et n'hésitez pas aussi à la partager, ça serait super cool pour faire connaître mon travail par ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.